Sur le plateau du Forum de Paris pour la défense et la stratégie, un café stratégique consacré à un engagement souvent discret mais essentiel à la sécurité et à la résilience de notre pays, la réserve opérationnelle. En France, plusieurs dizaines de milliers de citoyens consacrent chaque année une partie de leur temps à servir sous l'uniforme aux côtés de militaires d'active. Cet engagement se structure notamment autour de la Garde nationale créée en 2016 qui rassemble les réserves opérationnelles des armées et de certaines forces de sécurité. Alors, qui sont ces réservistes? Pourquoi s'engager? Comment concilier vie professionnelle et engagement militaire? Et quel rôle jouent les entreprises dans ce dispositif? Pour en parler, j'ai autour de moi les 4 personnes qui connaissent le mieux le sujet. Je vous les présente les uns à l'après des autres. Bonjour, Général François-Xavier Poibaud. Vous êtes le secrétaire général de la Garde nationale. Autant dire que tout le monde vous obéit. J'espère. Vous avez un doute? Non, mais on en va en parler. Bonjour, Général Valérie Godin. Vous êtes sous-directrice recrutement réserve et jeunesse pour l'armée de l'air et de l'espace. Vous nous expliquerez comment s'intègrent les réserves dans l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour Camille Léca. Vous êtes référente Garde nationale pour Euronext. Alors, sans expliquer ce que c'est qu'Euronext, mais en 2 mots, Euronext, qui est une entreprise bien particulière. Oui, c'est l'infrastructure boursière européenne. Et enfin, le héros de notre plateau, le réserviste, le lieutenant Aurélien Henry. Alors, vous avez 2 fonctions. Vous travaillez chez Capgemini, et à Capgemini, vous êtes le principal business advisor. En français, ça se dit comment? Parce qu'on n'imagine pas ce que vous faites. Alors, c'est très simple. Je suis consultant, on va dire de façon c'est simple. claire, voilà. Et je suis spécialisé en logistique, en l'occurrence. Voilà. Je mène des grands projets pour des clients. Alors, à Capgemini, vous êtes en civil, mais là, sur notre plateau, vous avez votre 2e casquette, si je me permets cette expression. Vous êtes lieutenant de réserve et vous êtes commissaire réserviste à l'hôpital d'instruction des armées de Percy, tout près de Paris, en banlieue de Paris. Alors évidemment, vous allez nous expliquer à un moment ou à un autre dans cette émission pourquoi vous êtes devenu réserviste, qu'est-ce que vous faites, à quoi vous servez. Mais là, je vais quand même poser une première question à vous, Général Poibaud. Qu'est-ce que c'est que cette garde nationale et pourquoi elle a été créée plus ou moins en 2016 ? Merci d'abord de me donner l'occasion de mieux parler sur cette garde nationale qui est certes méconnue, mais ça regroupe aujourd'hui 90 000 réservistes opérationnels du ministère de l'Intérieur, donc gendarmerie et police, mais aussi du ministère des Armées, on en reparlera avec l'armée de l'air et l'espace, la marine et l'armée de terre, mais aussi le cyber et d'autres fonctions support. Et donc 90 000 réservistes qui viennent en complément des forces d'active pour la sécurité du quotidien, mais aussi pour mieux nous défendre. Créé en 2016 pour pouvoir répondre aux nouveaux défis puis au contexte aujourd'hui de développer cette réserve qui, en fonction du contexte, viennent protéger la nation. Alors, avant d'aller plus à fond sur les questions qui s'imposent autour de cette réserve nationale et de la garde nationale, une petite vidéo qui va, en quelques minutes, nous expliquer quelques fondamentaux de cette garde nationale et de cette réserve nationale.
Merci pour cette petite vidéo qui nous a effectivement permis de comprendre un peu mieux déjà ce qu'est la garde nationale. Alors les images c'est bien, les mots c'est bien aussi, général. Alors vous nous avez expliqué que cette garde a été créée en 2016. C'est pas tout à fait un hasard. Pourquoi 2016 ? Alors, à la suite des attentats qui ont ensanglanté le pays, le président de la République décide de monter une garde nationale à la française, qui sont des réservistes qui vont se mettre à disposition pour renforcer les forces d'active, pour pouvoir assurer la sécurité. Alors, ce qui est important dans les réservistes, on l'avait oublié depuis 1997, puisque la suspension du service national ne fabriquait plus automatiquement de réservistes. Aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut retenir, la réserve, c'est plus une option, c'est une obligation. Depuis l'invasion de l'Ukraine, depuis un certain nombre de dégradations du contexte, on voit que la société civile sont des acteurs clés pour pouvoir renforcer la résilience nationale. Alors je le montre très facilement à travers des petites poupées pour montrer... Petites poupées russes, justement. Des poupées qui permettent de montrer que la nation, elle se défend, certes à travers une réserve qui est aujourd'hui une réserve d'active, mais à travers vraiment cette réserve civile qu'on est en train de fabriquer avec des compétences selon des professions qui seront nécessaires dans les domaines de la santé, dans les domaines du cyber, dans les domaines de la logistique. Et ces personnes viennent donner à temps partiel du renfort pour ces forces d'active à 30 jours d'activité. Et on monte, nous, la Garde nationale, le secrétariat général, des partenariats avec 1500 partenaires aujourd'hui, des grandes entreprises, mais aussi des administrations ou des collectivités territoriales. Et ces personnes, sans que vous le sachiez, vont donner ces jours pour pouvoir renforcer la sécurité. Grâce au partenariat, et on signait hier avec une grande entreprise, ces personnes se mettent en uniforme. Quelle est-elle ? C'est Suez, mais on a signé aussi avec une grande école, le SCP. Et aujourd'hui, vous voyez ces personnes qui, certes, ont des professions, mais qui se mettent en uniforme et qui viennent renforcer. C'est la richesse de cette société civile de vouloir nous renforcer, d'amener des compétences au profit des forces. On parle de garde nationale et de réserve opérationnelle. C'est à peu près clair dans ma tête, mais peut-être pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, la différence entre les deux. Alors, garde nationale, c'est garder la nation. Garder la nation, elle se fait à travers des forces d'active, mais elle se fait à travers justement une somme de réservistes qu'on veut atteindre à 160 000 pour 2030. C'est le vœu du président de la République, pour pouvoir justement les mettre en garde nationale, en complément des forces d'active. Donc cette garde nationale, c'est la fédération, c'est la somme des réservistes aujourd'hui, des forces de sécurité intérieure et des forces armées. La particularité de nos réserves à nous, ce n'est pas des réserves civiles, réserves opérationnelles qui portent les armes. Et c'est ça, cette garde nationale aujourd'hui dont on parle. La question, quelles sont les missions qui sont confiées aux réservistes, en regardant les vidéos, on a eu une petite idée, elles sont très nombreuses. Alors ces missions sont très nombreuses et elles sont sous la main, sous la responsabilité de ceux qui vont l'employer, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, la marine, l'armée de terre, mais aussi le cybercommandement et l'armée de l'air et de l'espace. Et on va entendre quelques-uns de ces emplois tout à l'heure par la générale Gaudin. Avec une idée centrale, c'est de maintenir le pays en état de marche en cas de conflit ou de difficultés majeures. C'est ça l'idée. Alors l'idée aujourd'hui, on l'a bien vu après le Covid, mais aussi au moment des Jeux Olympiques, il faut qu'on puisse trouver une place, que chacun trouve une place en cas de crise. C'est encaisser un choc, ça demande des professionnels de l'encaissement du choc, mais ça demande aussi des renforts. Et c'est ça qu'on est en train de fabriquer à travers les réserves, pour pouvoir que chacun trouve sa place et soit préabonné, si on veut dire, fléché. Et je vais vous donner un exemple très concret. Un médecin qui connaîtrait sa place, alors que c'est un libéral, pour pouvoir rejoindre la PHP, la PHM, c'est-à-dire les structures des services hospitaliers universitaires, c'est un temps d'avance. La même chose, un cyber qui travaille dans une boîte de conseil, mais qui est capable de savoir qu'il peut aller dans un centre de commandement cyber des armées ou de la gendarmerie, il connaît déjà son lieu d'affectation. Il est en mesure de rejoindre son poste rapidement. Et c'est ça qu'il faut créer aujourd'hui, des personnes éclairées. J'ai tendance à dire un réserviste, c'est un peu un agent dormant, c'est un citoyen augmenté, et il y en a de plus en plus qui nous rejoignent, et on a vraiment beaucoup de chance. Est-ce que un réserviste va travailler, participer à la réserve au sein du territoire national, ou est-ce qu'il peut intervenir à l'étranger ? Alors, il est amené à faire des missions en France métropolitaine, mais aussi à l'étranger. Ça dépend des préparations opérationnelles. On a tendance à dire qu'un réserviste, il vient
au plus simple sur des missions de sécurité du quotidien, mais grâce aux forces, il peut avoir des missions beaucoup plus fortes et on va sûrement en parler tout de suite. Alors, on va en parler avec vous, Général Valérie Godin. Je rappelle que vous êtes la générale de l'armée de l'air et de l'espace en charge du recrutement. Ça, on n'en parle pas aujourd'hui. De la jeunesse, on n'en parle pas aujourd'hui, mais on se consacre aux réserves. Alors, pour l'armée de l'air et de l'espace, comment se traduit, comment vous utilisez les réserves que vous affecte, alors je sais pas, j'exagère un peu, que vous affecte le général Poibaud, mais peut-être que j'exagère un peu, voilà. Mais au sein de l'armée de l'air et de l'espace, des réservistes, pourquoi faire? Bonjour à tous. Donc, des réservistes, pourquoi faire? Aujourd'hui, on a à peu près 7300 réservistes de premier niveau dans l'armée de l'air et de l'espace. On est en forte montée en puissance. 7000 réservistes pour une armée de l'air qui contient combien? On est quasiment 40 000. D'accord, c'est beaucoup. C'est presque entre 1 sur 5 pratiquement. Alors, 1 sur 6. Donc là, vous touchez du doigt la loi de programmation militaire qui exige le doublement de la réserve d'ici à 2030. Donc on devrait passer, nous, armée de l'air et de l'espace, à 11 500 d'ici 2030 et 20 000 en 2035. Donc l'objectif politique 2035, c'est bien un réserviste pour 2 actifs. Donc on touche à ce que vient de dire le général Poibaud, c'est-à-dire l'objectif existentiel d'une nation en cas de choc. Le chef d'état-major des armées a notamment expliqué un choc possible d'ici 2-3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut que la nation se renforce. Elle se renforce. Alors peut-être qu'on peut regarder mon dessin qui illustre d'une autre façon... C'est une cocarde que vous aimez bien. Oui, c'est la cocarde de l'armée de l'air et de l'espace que j'aime beaucoup. Ça illustre d'une autre façon ce que vient de démontrer le général Poibaud avec les poupées russes. C'est aussi ce qu'a dit le chef d'état-major des armées. En fait, la résilience de la nation, elle se fait par nous, les gens d'actifs. Ceux qui ont signé pour un contrat court, un contrat long, dans tous les métiers, dans l'armée de l'air et l'espace, 50 métiers de l'armée de l'air et l'espace. Donc c'est l'active. Le chef d'état-major des armées, il appelle ça le cœur en diamant, et je me permets de reprendre ces mots. Ça veut dire le cœur en diamant, c'est dur, c'est solide. Ce sont des forces entraînées, ce sont les forces professionnelles. Ce sont les professionnels. Ce sont tous les professionnels, dans tous les métiers, contrat court, contrat long. Ce sont les gens qui se sont engagés au quotidien, qui ont donné une part de leur vie pour les armées, pour la nation. Ce cœur en diamant, il est renforcé par 2 couches, la couche de réserve et la couche de la jeunesse. Donc on ne va pas trop parler de la jeunesse, mais on va en parler un peu quand même. La couche de la réserve, c'est cette réserve opérationnelle de premier niveau que vous illustrez bien. C'est la réserve opérationnelle aussi de 2e niveau. Quand le général et moi-même, on quittera le service actif, on sera reversé dans la réserve opérationnelle 2e niveau pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, on peut faire appel à nous et on constitue ce matelas, ce gras dont la nation, à qui la nation peut faire appel si jamais en cas de choc. Et ensuite, on a aussi la réserve citoyenne, il ne faut pas l'oublier, ce sont ces civils qui restent civils et qui s'engagent au profit des 3 armées, armée de terre, marine et armée de l'air et de l'espace, pour venir apporter ce qu'ils savent faire en tant que civils à la nation. Donc on a des réservistes, à peu près 1200 réservistes, c'est pas mal, hein, civils, qui viennent apporter sur les bases aériennes ou aussi au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace de la réflexion, de la matière grise sur des sujets, par exemple, nous, sur le sujet RH en particulier. Et on a la jeunesse, on a beaucoup d'actions qu'on mène au profit de la jeunesse. Le dernier en date, c'est le service national, qui finalement est un peu à cheval entre la jeunesse, parce que ce sont des jeunes qui vont s'engager pendant 10 mois, et la réserve, puisqu'ils vont aider l'active à avoir ce matelas de sécurité. Alors, je reviens vers vous, Général Poibaud. Par définition, les jeunes qui vont accomplir le service national, 3 000 cette année, et ça va monter en puissance jusqu'à 50 000 aux alentours des années 2030-2035, c'est quelque chose comme ça, ce sont des réservistes potentiels. Alors, toute personne qui fait un certain nombre, une certaine durée sous les drapeaux, comme on dit, oui, sont appelés à pouvoir être rappelés. Et c'est bien une force qui est formée pour. Et donc on pourra bien sûr en disposer en fonction de leur formation et en fonction de leurs aptitudes.
il faut bien voir qu'au bout d'un certain temps, ceux qui n'auront pas refait ces qualifications ne pourront pas rejoindre des postes qui sont spécifiques. Mais c'est bien le but, oui. On va voir tout à l'heure avec le lieutenant de réserve, Aurélien Henry, voilà, qu'est-ce que ça veut dire être réserviste, combien de temps, etc. C'est avec vous qu'on va profiter de votre expérience. Mais en attendant, Général Valérie Godin, quelles sont les principales fonctions des réservistes, les principales affectations plutôt des réservistes dans l'armée de l'air? On imagine qu'il y aura peu de pilotes de Rafale parmi les réservistes. Oui, effectivement. Alors, on a des réservistes sur l'ensemble de nos bases aériennes. Ils sont plutôt ventilés en trois types de métiers. On a évidemment la protection du territoire national, donc c'est la protection de nos bases, avec une capacité aussi d'intervenir au profit des mairies quand il y a des catastrophes naturelles. Donc, ils ont aussi cette fonction-là, de faire ce lien armée-nation en permanence et dans des choses très utiles. On a également la partie, ce que nous on appelle haute intensité. Haute intensité, pour l'armée de l'air et l'espace, c'est partir au combat en avion. Donc c'est, évidemment, je suis d'accord avec vous, pas des pilotes ab initio qui viennent de chez Air France. Pour autant, on a des réservistes qui sont des anciens pilotes de chasse, des anciens pilotes de transport, pilotes d'hélico, qui sont reversés ou qui signent un contrat pour la réserve opérationnelle dans leur métier, dans leur expertise. On a aussi beaucoup de mécaniciens, de contrôleurs aériens. Tout ça, ce sont des anciens militaires. La réserve, elle est composée à peu près à moitié d'anciens militaires pour l'armée de l'air et l'espace et moitié, ce que nous, on appelle des ab initio, des gens qui n'ont pas eu d'expérience militaire avant. Et donc, le troisième volet, donc j'ai dit protection du territoire national, la haute intensité. Et le troisième, c'est plutôt les soutiens dont vous faites partie, qui sont absolument nécessaires. Et tout ça, c'est à peu près divisé par tiers. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un réserviste, par définition, est en formation permanente? Je pense que c'est une question pour vous, Général Poibaud. Alors, il y a une obligation de formation, mais il y a d'autres métiers que le métier militaire qui demandent vraiment de remettre l'ouvrage sur le métier. Et donc, il y a des spécificités, des qualifications. Et aujourd'hui, dans les révolutions des affaires militaires, vous voyez bien que toutes les ruptures qui peuvent se passer, on en parle beaucoup à ce forum, nécessitent à la fois pour nous de se former, mais à la fois pour nous de s'ouvrir à des partenaires de la société civile. Et c'est ça aujourd'hui dans cette clé, c'est que si on ne regarde pas des sociétés qui travaillent sur le quantique, qui travaillent sur la robotique, qui travaillent sur le numérique, qui travaillent sur des révolutions dans la société civile, on peut, nous, être en décalage. Et on voit sur les drones, il y a une vraie nécessité de merging, pour parler français, c'est-à-dire d'association des compétences. On imagine qu'effectivement, dans le domaine des drones, un jeune qui a 25 ans, il est peut-être plus compétent qu'un général en deuxième section, non? Alors, c'est possible. Détrompez-vous, il y a des passionnés qui sont des seniors et dans les garages et qui fabriquent peut-être des drones de demain. Non, ce qu'il faut, c'est dans l'approche de mobilisation intergénérationnelle, mettre toutes les énergies ensemble et puis fabriquer demain des progrès. Ce n'est pas que dans le domaine de la défense, ça peut être aussi dans des domaines du soutien. Et là, vraiment, il faut associer cette société civile à travers des entreprises, mais on va en parler, qui viennent nous soutenir. Sans ce soutien, on va moins vite. Alors justement, Camille Descamps, on ne vous a pas encore beaucoup entendu, et j'en suis un peu le responsable. Votre entreprise, Euronext, s'est engagée dans le soutien à la réserve. Alors pourquoi une entreprise comme la vôtre s'est engagée, a fait ce choix? Parce que, comme ça, a priori, déléguer des salariés, du personnel, ça ne peut que désorganiser votre entreprise, a priori. Tout à fait. Alors nous, on est un jeune signataire de la Garde nationale, parce qu'on a signé en octobre dernier. Et au moment où on l'a fait, on a signé en France, mais on a signé avec les réserves équivalentes dans les autres pays européens qu'on couvre. Oui, parce que, alors, j'ouvre une petite parenthèse à la parenthèse, c'est qu'évidemment, cette idée de réserve opérationnelle, ce n'est pas une invention française. On la retrouve à peu près dans tous les pays européens, et tous les pays européens, à un moment ou à un autre, ont compris que, effectivement, face aux menaces, eh bien, il fallait avoir une réserve. C'est vrai pour les Allemands, les Italiens, les Espagnols et tous les pays dans lesquels vous êtes présents. Vous êtes présents dans une dizaine de pays. Hein.
Oui, alors elle n'est pas structurée de la même façon dans tous les pays. La France est quand même assez en avance sur ces sujets. Et puis dans certains pays, il n'y a plus de réserve. Je pense par exemple à l'Irlande ou au Portugal. Voilà, mais du coup, nous, on l'a fait dans l'ensemble des pays où c'était possible. Parce que pour nous, le but initial, c'était d'aligner la stratégie de l'entreprise. Nous, on en est une bourse, donc on se voit comme un acteur de la souveraineté économique et financière européenne, avec ce qu'on fait en interne pour nos salariés. Et du coup, permettre à nos salariés de pouvoir s'engager, s'ils en avaient envie, sur ces sujets-là en Europe. Ça, c'est vraiment l'approche initiale, parce que nous, on avait 0 réserviste déclaré. Donc, on n'est pas une entreprise de la BITD, on parlait de très loin. Et en fait, quand on a promu ce dispositif, on a vu un vrai engouement dans l'ensemble de nos pays. Ça répond à un besoin de sens. Et nous, on est convaincus que ça va nous apporter en interne des expertises, des compétences et du leadership qu'ils auront su développer lors de leur fonction de réserviste. Alors, vous le dites, vous n'êtes pas une entreprise de la BITD, donc les questions de défense étaient un peu loin de vos préoccupations. En tout cas, j'imagine. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un déclic? Vous avez rencontré le général Poibaud, il vous a convaincu, ou il y a eu une réflexion au sein de votre entreprise et vous dites on est une entreprise responsable, citoyenne, il y a des menaces et peut-être que c'est important que l'on soit dans cet univers de la réserve opérationnelle. Comment ça s'est passé, la réflexion de votre entreprise? Alors, la Garde nationale nous a accompagnés dans notre réflexion parce que le formaliser, le mettre en avant, on ne l'a pas inventé tout seul. On a regardé ce qui se faisait, on s'est fait accompagner, donc on a vraiment bénéficié du soutien des équipes du général Poibaud. En revanche, le déclic a été, nous on est un acteur de la souveraineté financière, on finance la BITD, on finance les entreprises duales de drones ou autres. On a vraiment un rôle à jouer là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on fait en tant que métier. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'entreprise quand on se replie vers l'interne, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où on s'est dit que l'engagement réserviste, c'était vraiment le lien entre les deux mondes, notre métier traditionnel de financier et finalement notre engagement en tant qu'entreprise européenne sur les sujets de souveraineté. Alors ça, c'était une décision managériale de la direction de Ronex, en tout cas, je suppose. Puis un jour, il y a eu une annonce auprès des salariés de Ronex. D'abord, il y en a combien pour qu'on ait une petite idée? Alors, en France, on est 500. Combien? 1500, d'accord. 500. 500, Donc, on est une petite entreprise du CAC 40. Et quand on l'a annoncé, on a fait et du coup, nous, on partait de zéro. Donc, on a fait venir des réservistes en poste, notamment de Capgemini, qui ont témoigné de leur expérience. Et on a eu un taux d'intérêt très important parce que 20 salariés sur 500, dans les 30 minutes qu'on suivi la conférence, avaient déjà lavé la main. Et je pense que d'ici 2 semaines, on aura nos 3 premiers réservistes. Donc, 6 mois après, finalement, qui vont signer. Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Il y a eu tout de suite un intérêt de la part de vos salariés. Très fort. Alors comment ça se passe? Ces salariés, à un moment, ils sont sous l'uniforme, donc ils ne sont plus dans l'entreprise. Ils sont payés par qui? Alors, chaque entreprise qui signe un accord avec la Garde nationale définit les conditions qu'elle offre. Nous, on a décidé d'offrir 15 jours de salaire maintenu par an pour les salariés, d'étendre la prévoyance, la mutuelle, etc. D'autres salariés font encore plus. Je crois que c'est le cas de Capgemini où vous êtes à une 30aine de jours par an. On va revenir à Capgemini. Je ne vous oubliez pas, lieutenant Henri. Mais voilà, donc nous, on a réfléchi. On a aussi réfléchi à ce que ça... Parce que au moment où on signe, on ne sait pas quels salariés vont vouloir bénéficier de la convention. Donc si finalement toutes nos ressources cyber ou critiques à un moment donné partent, ça suppose d'y réfléchir un peu en amont. Oui. On a fait cet exercice-là et on s'est dit que de toute façon, le mieux c'était d'accompagner le mouvement plutôt que d'être dans une sorte de méconnaissance des intérêts et des engagements de nos salariés. Alors vous êtes intéressé à la réserve, mais qu'est-ce que ça apporte à votre entreprise? Vous vous dites, on est une entreprise qui est un bon petit soldat, c'est ça? Ça vous permet de dire ça au reste de la nation? C'est quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, je pense qu'en tant qu'employeur, c'est un plus. D'être capable d'offrir ça aux salariés, ça permet d'attirer des réservistes qui sont déjà en poste. Et quand même, des réservistes, c'est plutôt des bons profils. C'est des gens qui font des choses en plus de ce qui leur est demandé, qui sont très engagés. Donc, c'est plutôt le genre de talent qu'on a envie d'attirer et de retenir. Et puis aussi, ça va permettre à nos salariés de développer des compétences autres et du coup de nous en faire bénéficier et de créer une passerelle en fait, entre nos deux mondes. Et ça marche dans les deux sens? On espère, oui. Alors, donc vous avez signé une convention en octobre, donc vous manquez un petit peu d'expérience. Voilà. Sur les 500 salariés de Ronex, combien ont signé un engagement pour la réserve? Alors, quand on signe et quand on commence un parcours de réserviste, il faut être un peu patient. Tout ça prend un peu de temps parce qu'il y a des étapes. Il faut trouver une affectation, il faut faire valider son embauche, il faut passer une visite médicale. Mais sur les 500, il y en a 20 qui sont en process pour devenir réserviste et là, il y en a 3 qui ont signé. Donc en 6 mois, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Bon, on va enfin entendre le lieutenant de réserve Aurélien Henry. Bonjour, alors vous êtes venu en uniforme, j'imagine que le point commun entre l'uniforme civil et l'uniforme militaire, c'est la cravate, c'est ça?
Oui, exactement. Alors, vous êtes lieutenant de réserve. Ça veut dire que comment on devient lieutenant? Parce que voilà, parce qu'au départ, on est forcément deuxième classe, non? Ou comment ça se passe? Alors, ça dépend de plein de choses en réalité. Au commissariat, typiquement où je suis affecté, on est plutôt des officiers par nature, je dirais. Et ça va dépendre aussi de notre niveau de compétence, typiquement. Là, faisons plutôt du travail de consulting, globalement, hein, puisque le commissariat est plutôt, je dirais, l'administratif de l'armée, pour être assez clair. On va aller chercher des expériences particulières, des compétences particulières. Donc là, en l'occurrence, la logistique. Et vous êtes déjà à Capgemini un spécialiste de la logistique? Tout à fait, tout Voilà. à fait. C'est bien pour ça que on est venu me chercher, hein, typiquement, au niveau de la réserve. Donc ça permet justement de mettre à disposition ces expériences pour voilà, échanger, améliorer conjointement, je dirais, la partie de l'armée. Ouais. Donc c'est un prolongement sous l'uniforme de ce que vous faites au quotidien. Tout à fait, tout à fait. Donc je fais globalement le même métier. L'avantage que ça a, je dirais, pour moi aujourd'hui, c'est que ça va étendre mes compétences, puisque je ne connaissais pas le milieu de l'armée. Hein. Je suis, comme le disait la générale Godin, ab initio. Je ne suis pas du tout de l'armée au départ, donc je suis arrivé très tard, plus à 40 ans. Donc je suis venu chercher en fait dans cette expérience de l'armée des questions autour de la logistique que je ne connaissais pas, de militaire typiquement. Voilà, dans la partie transfusion sanguine, là où je suis aujourd'hui, eh ben, on gère les flux sanguins de telle manière qu'on peut ensuite utiliser ces process-là dans d'autres process qu'on peut projeter dans les entreprises. Et inversement, les process de l'entreprise qu'on pratique aujourd'hui peuvent être mis à disposition, notre savoir, à la disposition de l'armée. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait aujourd'hui. Naturellement, on vous a affecté à l'hôpital Percy. Ça s'est fait très naturellement? Alors, je suis tombé un peu dedans par hasard, pour tout vous dire, puisque j'ai candidaté auprès du commissariat en logistique. Et puis, pendant un an et demi, on m'a proposé plusieurs missions. Il fallait que je trouve, on va dire, le bon endroit, le bon point de chute qui correspond et à mes compétences et je dirais à la distance autour et le temps que je pouvais y passer. Et ça, c'est, je pense, fondamental. Pour pouvoir être un bon réserviste, il faut avoir, à mon avis, ce triptyque-là, typiquement. Et donc, je suis arrivé pas très loin de chez moi avec la bonne compétence au bon endroit. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là depuis 3 ans. Je suis fidèle. Je passe une trentaine de jours par an, typiquement. En moyenne 2 jours par mois. Et ça me permet effectivement de pouvoir produire et être quotidien en soutien des forces. Alors Camille Lecas nous avait dit que certaines entreprises sont plus généreuses que d'autres. Ça a l'air d'être le cas de Capgemini. Oui, alors on a plutôt une bonne convention. Hein. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé ma réserve avant Capgemini. Et en fait, je prenais mon temps de réserve sur mes congés. Voilà. Et donc je faisais aussi 30 jours. Donc je prenais tous mes congés. Donc c'est une chose qu'on doit négocier aussi avec sa cellule familiale. Hein. Je pense que c'est important, notamment quand on veut redevenir réserviste, d'en discuter avec sa famille, hein, typiquement. Donc j'ai commencé avant Capgemini, et donc c'était assez compliqué à gérer hein, d'un point de vue familial. Et quand je suis passé chez Capgemini, on a la chance d'avoir une convention de plus de 30 jours. Donc là, à ce moment-là, on est effectivement payé déjà, c'est la première des choses. Détaché. Et voilà, dédommagé, et on peut prendre ce temps-là vraiment pour être à fond dans la réserve. Alors, question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous a donné à un moment envie de devenir réserviste? Quel a été le déclic? À quel moment? Alors, j'ai pas eu un déclic comme ça qui est venu de nulle part. C'est plutôt un travail personnel un peu intérieur. Je dirais, je suis arrivé à une période de ma vie où j'étais plutôt stable, la quarantaine, mais il me manquait quelque chose en termes de sens, en fait. Donc, je me posais vraiment la question, est-ce que je vais faire du volontariat? Est-ce que je vais faire de la réserve? Et combiné à ce besoin de sens, en fait, j'avais des préoccupations un peu géopolitiques, de questions de citoyenneté autour de ça. Et je me suis dit, OK, la réserve, c'est certainement le bon endroit où je vais pouvoir assouvir cette quête de sens et d'engagement citoyen, très clairement, là-dessus. Et j'ai été aidé dans cette réflexion par les CIRFA qui m'ont accompagné. Parce que j'ai eu de la chance d'avoir plusieurs entretiens et on a trouvé ensemble un peu quelque part, un peu comme du job dating, hein, le bon chemin pour arriver au bon endroit à la bonne place. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose de très agréable.
Alors, une journée ou 48 heures de la vie du réserviste, du lieutenant Aurélien Henry, ça se passe comment quand vous arrivez à l'hôpital Percy? Alors, ma journée commence à 5h30 du matin, pour tout vous dire, en semaine, puisque j'habite quand même à 1h30 de Percy. Donc, il faut être un peu motivé. Je fais 2 heures de route pour arriver à Percy. Je commence à 7h. Et puis là, donc, je rentre dans mon bureau avec des officiers qui sont d'actifs, pour le coup. Et puis, on va discuter avec les différents intervenants. Par exemple, je travaille beaucoup avec des pharmaciens, des médecins, sur les matériels notamment qu'ils utilisent, puisqu'on planifie, enfin, un de mes jobs est de planifier un peu quels sont les matériels qu'on va utiliser pour faire de la transfusion sanguine. Donc, on discute voilà, là, avec les médecins. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Encore une fois, ce n'était pas mon métier à la base, la médecine. Donc, j'apprends beaucoup sur tous ces métiers-là. Et puis, on va planifier, on fait quand même beaucoup de réunions pour planifier ses budgets, typiquement, et faire des remontées aussi de tous les matériels qui dépendent du centre de transfusion sanguine. Ça aussi, c'est extrêmement important, puisqu'on contribue à la transparence un peu de l'État. Aujourd'hui, c'est nos impôts, en fait, qui sont derrière ça. Et donc, dire quels sont les matériels, comment ils doivent être remplacés, on contribue aussi à cette transparence de l'État et la planification dans le futur des futurs besoins, typiquement. Qu'est-ce que ça vous a... Donc vous êtes réserviste depuis environ 3 ans, c'est ça? 3 ans, oui. 3 ans. Donc déjà une expérience, déjà un retour d'expérience. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement, ces 3 ans d'expérience? Voilà, vous étiez à la quête, une quête de sens. J'ai compris que vous l'avez... vous avez coché la case, voilà, mais qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Je pense que ça m'apporte des compétences. D'abord, en plus, encore une fois, on a la chance de pouvoir se former en étant réserviste aussi. Je vous ai dit que j'étais au commissariat, mais j'ai eu l'occasion, notamment l'été dernier, d'être à Les Orsem, juste à côté, avec nos camarades de l'armée de terre. C'est la formation état-major, Les Orsem. Voilà, formation d'état-major qui nous permet justement demain, en cas de conflit, de pouvoir aussi collaborer avec nos collègues de l'armée de terre pour passer des ordres de commandement, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est typiquement de la formation en plus sur du leadership que je peux réutiliser au quotidien d'ailleurs chez Capgemini, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont particulièrement bien faites dans l'armée, notamment autour de la cohésion d'un groupe, et que je peux réutiliser en projet typiquement. Voilà. Donc, J'aimerais pas beau. Ouais, moi, ce que je vois en vous, j'ai envie de compléter, il est humble. Bien évidemment. C'est les soft skills, c'est-à-dire tout ce travail de maturité et de fraternité. On voit aujourd'hui, même si la réserve est de 17 à 72 ans, on voit chez les jeunes pas du tout les mêmes personnes au bout d'un an de réserve. Une grande maturité. Ils ont travaillé sur des dispositifs de continuité d'activité en réel, sur des planifications en réel. Ils ont une capacité de liaison transverse, d'écoute des autres. Pour des réservistes, c'est quand même, pour l'entreprise après, vraiment une grande chance. Maturité, c'est vraiment le premier terme. Le deuxième, c'est fraternité. Ils s'apprivoisent complètement l'esprit collectif. Et on parle beaucoup d'esprit de corps. Et à l'heure où aujourd'hui on ressent ce besoin de collectif, le réserviste aujourd'hui, il est tout de suite associé à la force d'active. On ne lui demande même pas est-ce que tu es réserviste. On lui dit tu as une mission. Cette mission, elle est de faire telle chose dans une situation complexe et tu vas le faire avec nous et on va te prendre tel que tu es et on va t'amener là. Moi, j'ai l'exemple d'anecdotes de jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans des responsabilités très fortes dans une grande entreprise dans le sud de la France et qui n'avaient pas été détectées. C'est grâce à la réserve, parce qu'elle commandait des parachutistes, etc., que tout ce management, l'entreprise s'est rendu compte qu'ils avaient une pépite autour et les RH m'ont dit c'est bingo. Alors, est-ce que vous avez, lieutenant Henry, est-ce que vous avez convaincu à Capgemini des collègues de s'intéresser, peut-être pas de s'engager, mais de s'intéresser de plus près à la réserve? Oui. En fait, on en a de plus en plus qui sont intéressés. Encore une fois, on est plutôt aidé par Capgemini au terme de cette convention. Mais aujourd'hui, je pense que les gens ont compris ce que ça pouvait leur apporter aussi dans l'accélération de leur carrière. En réalité, je rejoins ce que disait le général Poinbeau, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir davantage de compétences, de soft skills. Et ça, on le voit beaucoup plus facilement à travers les projets qu'on va pouvoir délivrer. Donc, c'est clé. Général Godin, vous vouliez... Juste rajouter quelque chose. Pour moi, c'est un win-win, mais x4. En fait, le réserviste, il gagne en compétences, en leadership. L'entreprise, elle y gagne parce que je suis persuadée qu'en offrant des jours
Elle gagne en fidélisation, c'est-à-dire que l'employé, il va avoir une double vie en une vie professionnelle. Donc en fait, les gens vont rester. Donc ça gagne en fidélisation. Nous, l'armée d'active, on y gagne parce qu'on vient chercher finalement sur étagère. On ne forme pas sur le côté pro, on va former sur le côté militaire. On va y gagner en allant chercher des compétences. Et puis on va se faire un peu challenger. Moi, je suis en train de recruter un gars, même profil, 40 ans, qui a monté sa boîte. Il fait de l'IA du quotidien. Je suis en train de le recruter pour qu'il vienne me challenger. Nous, on fait un peu d'IA, mais je voudrais passer au step supérieur pour l'IA du quotidien. Bon, ben, je suis contente de le recevoir et je lui dis, bousculez-nous. Donc, l'entreprise, elle y gagne. Et le quatrième gagnant, ben, en fait, on en a parlé, c'est la nation. La nation, elle y gagne. Elle a une force résiliente qui est plus importante, plus massive, plus professionnelle. Parce que, en fait, les réservistes, ils gagnent ce côté de cohésion, de leadership et de savoir, finalement, c'est ça, savoir construire ensemble quelque chose de plus grand que soi. Savoir s'abandonner, rester humble pour construire ensemble quelque chose de plus grand que soi. Alors on a compris le bénéfice pour le réserviste, pour les armées, pour les entreprises, Camille Leca. Qu'est-ce que vous diriez? Il y a des entrepreneurs qui nous écoutent. C'est intéressant pour une entreprise de rejoindre, de s'intéresser de près à la réserve opérationnelle, à la garde nationale. Oh, oui, tout à fait, c'est pour ça qu'on l'a fait. Après, pour l'entreprise, ce n'est pas forcément simple d'accompagner ses salariés. Lorsqu'on veut signer la convention, on est très bien accompagné par la garde nationale. On peut finalement assez facilement promouvoir le dispositif. Il y a plein d'exemples comme celui d'Aurélien d'expériences de réservistes très diverses, très incarnées et généralement, voilà, les réservistes sont souvent très fiers et très contents de leur expérience. Mais passer à l'étape d'après et aider les salariés intéressés à trouver des affectations de réservistes, donc finalement faire le lien entre les besoins des différentes armes et les compétences des salariés, et puis ensuite animer une communauté, c'est pas si simple. Et donc, parce que les gens font ça en plus de leur métier traditionnel, parce que c'est pas toujours facile de connaître les besoins des différents régiments. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, avec Capgemini notamment et avec d'autres entreprises, on travaille à un réseau inter-entreprise pour justement accompagner les salariés qui sont intéressés par la réserve ou déjà en poste à gérer finalement leur carrière de réserviste. Et ça, je pense qu'en tant qu'entreprise, on a vraiment un rôle à jouer. Alors, Général Poibaud, on a parlé de 3 entreprises. Euronext avec vous, Camille Leca, Capgemini avec vous, Aurélien Henry, et vous avez évoqué l'entreprise de Suez qui vient de signer un partenariat avec vous. Mais ce sont 3 grandes entreprises. Comment ça se passe? Ou est-ce que ce n'est pas la limite du système quand il y a une entreprise où il y a 200 salariés qui évidemment sera plus facilement perturbée si 2-3 de ces salariés sont absents? Alors, comment ça se passe pour les petites entreprises? Et puis comment ça se passe peut-être pour le monde des fonctionnaires, le monde de l'enseignement par exemple, comment ça se passe? Et comment ça se passe pour les professions libérales? J'ai bien compris que ça fonctionnait bien pour les grandes entreprises qui sont structurées, mais en dehors des grandes entreprises. Donc c'est une très bonne question. Pour redonner un peu de perspective, 70% de nos conventions, c'est des ETI-PME. C'est-à-dire que ce geste patriotique de la personne morale entreprise, elle se fait quelquefois avec des patrons qui ont très peu de salariés. Mais on ne va pas forcément leur demander de jouer le nombre de jours, sauf en cas de crise où on aura besoin de transport, on aura besoin de conducteurs de bus, et là, ils seront prêts. Ce qu'on cherche à faire, c'est identifier par filière professionnelle les endroits où on peut avoir des chaînes de valeur dont on aura besoin. On pense à la santé, on pense au transport, à l'énergie, et en identifiant ces entreprises qui veulent être partenaires, on sait que certains donneront des jours et ils vont pouvoir le jouer, on va pouvoir le faire, et d'autres se mettent plutôt en réserve en disant « j'ai identifié des personnes qui pourraient être chez moi volontaires ». Deuxième pan, ça ne touche pas que l'entreprise, ça touche aussi les administrations publiques. Et on a beaucoup d'administrations, même France Travail a signé avec nous, parce que les personnes au chômage peuvent très bien aussi avoir des compétences utiles en cas de crise s'il faut encaisser un choc. Et puis les dernières, c'est les collectivités territoriales. On a une vraie compréhension, et surtout depuis le Covid, que les collectivités territoriales, conseils régionaux, conseils territoriaux, ont une responsabilité. Et là, il y a beaucoup d'agents qui sont aussi en mesure d'intervenir. Mais le bémol, c'est important de le savoir, c'est qu'en moment où il y a la crise, c'est qu'il faudra gouverner tout ça, c'est-à-dire il faudra prioriser
les affectations. Et je crois qu'il faut bien se comprendre que la réserve, elle sera employée en fonction du type de crise. Si c'est une type de crise cyber ou sanitaire, ce qu'on veut, les gens qui sont dans les entreprises qui assurent la continuité d'activité, les réservistes auront été formés par nous, connaîtront le système de résilience et resteront dans les entreprises pour assurer cette continuité d'activité. Et d'autres viendront la renforcer. Donc c'est bien un dispositif de résilience nationale qu'on est en train de bâtir à travers ce dispositif de réserve opérationnelle, en ciblant, en fléchant et à travers tout le territoire. Et sans les partenaires de la société civile, on ne peut pas aujourd'hui assurer ce qu'on appelle la défense globale. Dernier point que je voudrais rajouter, mais Camille va en parler, c'est que c'est un dispositif pour les bilans extra-financiers, c'est dans la RSE, et aujourd'hui, ça rapporte aussi une notoriété assez forte. Alors, généralement, c'était un mot de la fin que vous nous avez donné, mais Camille Leca veut surenchérir sur votre mot de la fin. Tout à fait. Non, peut-être juste pour partager un exemple très pratique. Alors nous, on a très peu de réservistes, on vient de signer les premiers. Et le premier qui a signé, on l'a appelé il y a 2 jours en lui demandant de partir en mois de mai pendant 1 mois sur un bateau en Méditerranée orientale. Donc finalement, en fonction des crises, ça peut être un engagement concret très rapide. Et nous, en tant qu'entreprise, quand on s'était demandé mais comment on va gérer la continuité des opérations si finalement des situations comme celle-ci se multiplient, on avait quand même eu conscience qu'on peut être réserviste sans que l'entreprise le sache, et l'entreprise doit quand même libérer le salarié pour qu'elle puisse mener à bien ce travail-là. Donc autant être au courant et accompagner le mouvement et l'anticiper que pas vraiment gagnant pour l'entreprise. Alors entre nous, Général Poibeau, le premier réserviste d'Euronax, c'est quand même un réserviste de luxe, qu'on emmène 30 jours sur un bateau. Alors, de luxe, je ne sais pas. On a des entreprises de luxe qui sont partenaires de la Garde nationale. Non, tout réserviste comme tout soldat, c'est d'abord un citoyen augmenté, c'est une personne qui a une vraie vocation qui naît progressivement. C'est l'affaire de tous aujourd'hui, vraiment cette défense. Tout le monde ne sera pas réserviste, mais ceux qui veulent, on les accompagne. Grâce aux armées, à la gendarmerie, à la police, on les accompagne dans des parcours. Et ça fait aujourd'hui des personnes qui attireront, ce sont des ambassadeurs finalement, peut-être dans un contexte dégradé, de notre défense de demain, qui sera forcément globale. Merci à tous les 4. On retiendra que la réserve opérationnelle est à la fois un outil essentiel pour la défense et la sécurité du pays, mais aussi une formidable forme d'engagement citoyen. Merci à tous les 4. Au revoir.